Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle mise au point. Et punaise, j'ai beaucoup de choses à dire ce mois-ci. Bon, très rapidement, on va revenir sur Utip. J'ai toujours pas eu de réponse. Alors apparemment, mon dossier, entre guillemets, a été croulé sous un tas d'autres et donc ils y font plus gaffe. Peut-être que d'ici 4 mois, j'aurai une réponse. Faudra que je leur envoie un message d'une quelconque façon par rapport à ça. Cela étant, ouais, je sens que c'est pas pour tout de suite que vous pourrez participer sur Utip, sachant que j'ai peur que ce soit même pas possible de participer en regardant des pubs. C'est un peu le problème avec ce genre de système. C'est très alléchant au départ, mais ça attire tellement de monde que ça finit par devenir un peu obsolète et perdre un peu de sa valeur. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de responsables marketing qui voudraient vraiment mettre des pubs pour autant de personnes qui sont en demande. Et en fin de compte, Utip, pour la quasi-totalité des demandeurs, ça deviendra surtout une sorte de Tipeee parallèle, qui aura exactement les mêmes fonctionnalités et qui permettra rien de plus. Donc voilà, petit souci, mais bon, c'est pas trop grave, hein. C'était une petite promesse de quelque chose en plus, mais c'est pas trop grave que j'ai pas ça. Bref, on va revenir un petit peu sur les films du mois, notamment les films clochettes, sur lesquels je vais un tout petit peu revenir en détail, faire un bilan, parce que voilà, je me suis tapé tous les films clochettes à la suite, 6 vidéos Disney Film qui ont attiré pas mal de monde, hein, par rapport à d'autres qui des fois démarrent un peu plus bas. Celles-là, elles ont bien attiré, donc je suis plutôt content. Et j'ai pas grand chose à dire à la plupart des réactions, à part le fait que des gens ont réagi un petit peu pour Zarina de la même façon qu'ils ont réagi pour Variant, mais en beaucoup plus en plus posé, plus calme, parce qu'il faut dire ce qui est, les films clochettes ont moins de renommée que la série Réponse, donc ça n'a pas autant fait réagir, mais ouais, je le dis, pour moi, Zarina, c'est la même chose que Variant. On démarre avec quelque chose de très sympathique, mais c'est géré avec le cul par la suite en termes de développement, et ça devient un personnage détestable, vraiment. Et c'est vraiment dommage, hein, parce que sérieusement, le début du cinquième film, Clochette et la Fée Pirate, j'étais à fond dans le personnage, je le trouvais intéressant. Et puis elle a fini par devenir cette espèce de garce à qui on pardonne tout, alors qu'elle était prête volontairement à foutre en l'air tout son royaume pour aider des connards. Je suis désolé, hein, c'est pas le genre de truc qui se pardonne comme ça pour moi, hein. Donc cette propension à pardonner trop facilement, ça me pose un gros problème dans le film. Enfin bon, c'est un truc sur lequel je reviendrai un petit peu avec le bilan que j'ai un peu promis de faire pour parler des 6 films. On m'a demandé quels étaient mes faits préférés et certains ont eu un petit peu de mal à comprendre à quel film je préférais parmi tous ceux à qui j'ai donné 10,5. Mais oui, c'est un peu le truc, quoi. Je leur ai donné à la grande majorité 10,5 sur 20 parce qu'ils sont un peu mieux que moyen, mais pas plus. Et c'est... On va revenir un peu là-dessus en faisant un petit bilan avec un top 6, c'est-à-dire l'ordre dans lequel j'aime ou j'aime pas tel film. Et je vais faire pareil avec nos 6 faits principales, parce que c'est intéressant à savoir, hein, vous voulez savoir quel fait je préfère, ben on va voir ça tout de suite. Alors, l'ordre des films, le plus mauvais, vous le savez, c'est Clochette et l'expédition féerique. Je suis toujours pas fan de cette relation qui était ultra niaise, sans intérêt entre Clochette et la fille, et il y avait un petit message anti-approche scientifique que j'ai vraiment pas apprécié. À nouveau, vous faites un monde magique féerique, très bien, j'ai pas de problème avec ça, mais ne chiez pas sur l'approche scientifique. Parce que vous sortez complètement du cadre de la réalité à ce moment-là. Ensuite, les numéros 5 à 2, c'est là que je vais devoir être précis parce que on ne sait pas exactement par rapport aux notes. Le numéro 5, je dirais que c'est le premier film La Fée Clochette. Alors, ça introduit bien les choses, mais c'est très niais, ça vole pas haut. C'est, comment dire, un niveau de passable majoritaire durant tout le long du film qui est appréciable un tout petit peu, mais sans plus. Et ouais, ça laisse pas une grande marque. Alors que les autres films vont avoir plus de défauts marquants, mais on va avoir aussi beaucoup plus de qualités marquantes aussi, quoi. Ça sera quelque chose d'un petit peu différent. Donc c'est pour ça que celui-là c'est le moins réussi des 4 à 10,5, enfin le deuxième moins réussi après l'expédition féerique. Ensuite, numéro 4, c'est Clochette et la créature légendaire. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de la relation entre Noah et Grugnon. Mais ouais, une fois qu'on sort de ça,
tous les ajouts stupides pour rajouter du drame par rapport à la perception de la créature qui sont forcés, et cette espèce de délire comme quoi elle tient à s'occuper de tous les animaux qui passent, Noah, qui n'a jamais été mis en avant, j'ai trouvé ça naze, ça alourdissait énormément le récit pour rien. Et je le redis, ça aurait pu faire un moyen métrage très sympathique, mais ça n'a pas été le cas, vous avez forcé ça, qui rend tout ça vraiment pas génialissime. Numéro 3, Clochette et la Fée Pirate, avec donc Zarina dont j'ai parlé. Oui, il y avait beaucoup d'idées qui m'ont plu là-dedans, d'action, etc. Le personnage de Crochet était un peu insultant par rapport à toutes les références faciles qu'on a fait autour de lui, qui m'ont un petit peu saoulé. Et oui, le développement de Zarina est super frustrant. C'est un gros problème. Mais il y avait une aventure vraiment prenante et c'était très sympathique de sortir un peu du scénario type qu'on nous balançait à chaque film jusqu'à présent. Donc j'étais un peu content par rapport à ça. Après oui, il y a des trucs qui sont vraiment frustrants là-dedans et qui font que ce film est pas génialissime, mais je préfère quand même à certains. Mon numéro 2, donc Clochette et la Pierre de Lune. J'ai adoré la façon dont on a voulu gérer la relation Terence-Clochette, qui fait pas entrevoir tout de suite un couple amoureux, tout ça. Il y avait une notion très intéressante de limite à pas franchir, de problème de communication entre ces deux-là. J'ai trouvé sympathique, l'idée était très bonne et j'ai trouvé qu'il y avait certains moments entre eux qui étaient très sympathiques. J'en ai pas parlé, mais il y a une scène avec Ondine qui intervient auprès de Terence au bout d'un moment pour lui parler, lui faire comprendre que même si Clochette était dans le tort, elle aussi, ça n'empêche pas de faire un premier pas pour aller auprès de lui. C'était très sympathique ça. Après, oui, il y a pas mal de moments qui étaient grotesques, de trucs très forcés dans l'intrigue. Le postulat de départ était stupide, je le pense sincèrement, et c'est ce qui fait qu'il va pas plus loin que cette note-là, mais c'était le mieux réussi de tous les films auxquels j'ai mis 10 et demi. Et enfin, le numéro 1, vous le connaissez, celui-là, c'est Clochette et le secret des fées. Il y a beaucoup de trucs très grossiers dans la mise en scène, trucs assez forcés, mais la situation mise en place était très forte et amenait de très bons moments autour de Clochette, de sa sœur, et de cette incapacité à communiquer entre ces deux mondes à cause de problèmes naturels sans qu'il y ait de grands méchants. J'ai beaucoup aimé ça. C'était très fort à ce niveau-là. C'est pour ça que malgré les grosses grossièretés qui m'empêchent de trouver ce film excellent ou quoi que ce soit, il reste quand même un bon cran au-dessus des autres pour moi. Voilà, donc ça c'est le bilan des films. Bilan des fées. Alors à nouveau on va faire le top 6 puisqu'il y en a 6. La moins bonne pour moi c'est Iridessa de loin. C'est la peureuse de service et en dehors de ça, elle n'a aucune grande personnalité. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'elle avait de quoi promettre, mais bof. Voilà. Ensuite, je dirais Noah, une personnalité sympathique. Après, ouais, c'est surtout un amour inconditionnel pour les animaux. Ah, je suis excité de m'occuper d'animaux, tout ça, tout ça. C'est pas très souvent parti vers autre chose et c'est pour ça que j'ai pas non plus autant adoré ce personnage, même si elle a un côté un peu espiègle, sympathique, que j'ai bien apprécié. Il n'y a aucune de ces fées que je déteste. Il y a Iridessa que je trouve plutôt plate, mais les autres je les apprécie, donc il y a vraiment... Et il faut vraiment pas prendre cette place numéro 5 comme «Oh, j'aime pas ce personnage», c'est clairement pas le cas. Ensuite, en numéro 4, je dirais Clochette. Clochette, donc, c'est une autre interprétation du personnage de Peter Pan, totalement différente, et que je préfère, très sincèrement. Voilà, elle pouvait être très drôle, la Clochette de Peter Pan, mais à côté de ça, c'était une garce pour laquelle j'avais pas beaucoup d'empathie, hein, je vous le cache pas. Donc, ouais, ici, elle arrive à être un peu drôle, pas autant, mais à avoir aussi, en plus de sa curiosité maladive qui la rend parfois un petit peu ennuyeuse, hein, une personnalité marquante et une empathie assez forte, une joie vraiment communicative par moment que j'ai apprécié. Donc j'ai préféré cette clochette-là, la clochette originale, entre guillemets. La clochette originale, c'est celle du bouquin au départ, on est d'accord, donc je parle de la clochette du film Peter Pan. Et ouais, mais je préfère quand même les trois autres fées. Et alors là, ce top 3 a été très difficile à faire parce que ouais, ça se joue dans un mouchoir de poche pour les trois autres. Et donc, si je devais vraiment décider, je mettrais en numéro 3 Vidia. J'aime bien l'évolution qu'elle a. Hein. Donc s'il y a bien un truc que j'aurais
à apprécier dans le troisième film, c'est le fait qu'elle y évolue et qu'elle garde par la suite son côté un petit peu vache. Je suis un peu cinglant dans mes répliques, qui la décrit bien. Elle a beaucoup de moments assez forts, de cinglants à ce niveau-là, qui me plaisent beaucoup. Et oui, c'est cool d'avoir un personnage récurrent qui n'est pas tout de suite du côté des gentils. Et ouais, je suis pas fan de la façon très basique dont elle a été la méchante du premier film, c'est clair et net, on aurait pu faire mieux à ce niveau-là, mais l'évolution qu'on aura fait à partir de ça était très cool. J'aurais vraiment pas été contre un film centré sur elle, ou même un court-métrage centré sur elle, comme ça a été fait pour Roselia. Ensuite, en numéro 2, Ondine. Alors là, numéro 1, numéro 2, hein, ça s'est joué à pas grand chose. Ondine est très drôle, elle a une gentillesse. Un côté gentil, naïf, sincère, direct, qui passe très bien et qui amène pas mal de moments qui m'ont bien fait sourire dans cette série de films et qui la rendent particulièrement attachante, particulièrement craquante, je vous cache pas. Et enfin, en numéro 1, à très peu de choses près, Roselia. J'aime vraiment quand on arrive à rendre ce genre de personnage un peu précieux attachant sans en faire une garce. Parce que voilà, ce genre de caractère un peu stéréotypé de base peut très vite amener au genre de personnage antipathique, cliché, qui vous gave. Et c'est une chose que j'ai beaucoup appréciée avec ne serait-ce que le personnage de Rarity dans My Little Pony, la série, c'est que oui, on arrive à garder ce côté-là en lui donnant beaucoup de comédie, parce que voilà, ça mène pas mal de comédie, ce côté très précieux, mais ça n'empêche qu'elle est sympathique et qu'elle sait être là pour les autres, etc., qu'elle sait aller un peu au-delà de ça et ne pas être juste définie par ça. C'est juste un trait de caractère qui ne la définit pas seulement qu'en tant que stéréotype. Je trouve qu'on a né beaucoup de moments très drôles avec ça et ça l'a pas empêché d'être tout à fait sympathique à suivre et c'est pour ça que c'est mon personnage préféré. Mais à nouveau, ça joue à pas grand chose. Hein. Le top 3 se joue vraiment à pas grand chose dans cette liste. Et donc ouais, c'est grâce à ces personnages principaux, nos 6 héroïnes centrales, que j'ai vraiment su apprécier un petit peu ces films-là. Elles ont su porter leur franchise correctement pour que je ne passe pas un mauvais moment. C'est-à-dire que c'est des films, je pense pas me les revoir avant un très long moment, mais si je me les revoyais, je passerais pas globalement un mauvais moment parce que on a ces 6 héroïnes-là au centre qui savent avoir une personnalité plutôt marquante sans être des clichés stupides ou des espèces de poupées Barbie sans âme ou quoi que ce soit. Non, non. On leur donne une personnalité très bien foutue. Et c'est ce qui permet de cimenter un petit peu ces films et à les rendre acceptables. Enfin bon, voilà, j'ai fait mon bilan des films clochettes. On a enfin fini d'en parler, parce qu'il n'y en aura plus. Et on va parler un petit peu de ce qui a suivi, c'est-à-dire Spirit, les talons des plaines. J'aurais pas mal de choses à dire sur Spirit, avec ce qui s'est passé, mais bon, on va revenir un petit peu sur 2-3 choses. Je m'attendais à ce qu'il y ait quelques commentaires qui me reprennent sur la situation colon indien, trop manichéenne, mais personne m'a repris là-dessus. Je suis surpris, je m'attendais vraiment à ce qu'ils aient débat là-dessus. Autre chose sur laquelle on m'a repris, qui est beaucoup moins polémique que ça, c'est le fait que je me suis trompé lors de mon petit théâtre du chipotage sur certaines choses par rapport aux chevaux. Et c'est vrai, vous avez remarqué depuis quelque temps, je pense que je ne suis pas un expert en animaux. Et donc j'étais assez intéressé de découvrir que les chevaux, déjà, dès leur naissance, apprennent très vite à marcher. Pendant 20-30 secondes, comme c'est montré dans le film, mais au bout d'une petite journée, ils savent très bien gambader, hein, les chevaux et les animaux quadrupèdes de ce genre-là. Voilà, donc ça m'avait un peu interpellé parce que j'avais souvenir que dans Bambi ça mettait pas 20-30 secondes, c'est pour ça que je me suis dit ah c'était un peu bizarre, il a l'air précoce ce cheval, et je pense qu'il est toujours parce que ça doit pas prendre 20-30 secondes pour se débrouiller aussi bien, et puis on m'a repris sur le fait que quand on tire la crinière d'un cheval, il doit pas ressentir grand chose puisque au niveau de la nuque, il y a le système nerveux réagit très peu.
Hein, je sais pas exactement les termes qu'on m'a donnés, mais ouais, ils ressentent rien quand on leur tire la crinière. Donc, ouais, ce que j'ai dit à la fin, c'était un peu stupide. Parce que je ne savais pas ça. Et j'étais très content de le savoir. J'étais très content qu'on m'informe de ça la première fois. Je vous cache pas que quand on a répété exactement les mêmes arguments 8-9 fois, ça commençait à devenir un peu lourd. Vous savez, c'est un peu comme quand on fait une faute sur une copie, qu'on nous la rend, et que voilà, il y a quelqu'un qui vient derrière nous et qui nous dit ah voilà où t'as fait ta faute, ce qu'il fallait faire c'est ça. Et la première fois que ça arrive, t'es reconnaissant envers la personne parce qu'elle t'a aidé à comprendre ah oui voilà où je me suis trompé, merci. Et puis après il y a une deuxième personne qui vient derrière toi qui te dit exactement la même chose, t'as fait une erreur là et il fallait faire ça. Je veux dire, merci mec, on me l'a déjà dit. Puis il y a une troisième personne qui vient pour faire la même chose, puis une quatrième, puis une cinquième, et au bout d'un moment t'as envie de lui péter la gueule au type parce que c'est bon j'ai compris, on me l'a dit 7-8 fois avant, c'est pas la peine de me le répéter. Et honnêtement, le cas de figure que je vous ai dit, il est encore plus sympa que celui des commentaires YouTube parce que les gens qui passent derrière sont pas forcément au courant que d'autres sont passés avant nous. Mais là, vous devriez avoir la possibilité de savoir que à plusieurs moments on me l'a dit ça. Donc cette information qui était très sympathique à découvrir vraiment la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais super, je vais dormir moins con ce soir, et je le pensais sincèrement. Et au bout de 8-9 fois, ça a commencé par devenir qu'avant. Je déteste les répétitions débiles comme ça. Est-ce que vous pourriez faire gaffe à lire les commentaires s'il vous plaît. Enfin bon, le problème central autour de cette vidéo, vous l'avez sans doute remarqué, c'est qu'elle a été bloquée. Et ça m'embête. Je ne vous cache pas que ça m'embête. Alors, avant toute chose, elle a été bloquée par demande manuelle. C'est-à-dire qu'il y a un responsable de chez DreamWorks qui est passé par là, qui a vu la vidéo, hein, je ne sais pas s'il l'a vu en long et en large ou s'il a juste regardé quelques extraits et s'est dit bof, c'est pas la peine, mais voilà, il a vu cette vidéo, il a dit manuellement, je veux que cette vidéo soit bloquée dans la plupart des pays et monétisée à notre compte. Et c'est un peu bizarre parce que ça n'est pas du tout arrivé pour Megamind. Megamind, à l'heure qu'il est en tout cas, n'est pas du tout bloqué, vous y avez accès sans problème, elle est toujours monétisée pour moi. Donc c'est pas un souci, mais voilà, cette vidéo de Spirit a été bloquée, et je pense que ça vient pas tant du fait que j'ai mis des images du film, mais des images de la série. Je pense que ça vient de là, hein, parce que je vois pas pourquoi on bloquerait pour Spirit et pas pour Megamind. C'est un peu bizarre quand même. Donc ouais, j'ai dû faire... j'ai dû interpeller les gens en montrant des extraits de la série qui est encore d'actualité, et ouais, ils l'ont... Enfin, je sais pas s'ils l'ont mal pris ou quoi que ce soit, hein, ça se trouve, ils ont juste vu des extraits et ils ont rien compris au français puisque ça doit être des responsables américains qui parlent pas forcément le français, et ils ont vu ça, ils ont dit on bloque et puis on monétise pour nous. Et si vous voulez voir cette vidéo, elle est encore disponible uniquement au Canada et aux États-Unis. Alors, je suis sûr qu'il existe une méthode, une pratique pour faire en sorte que l'ordinateur qu'on a soit considéré comme situé dans tel ou tel pays. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Il me semble que je l'ai fait à un moment donné pour certains jeux. Et j'ai fait en sorte que mon ordinateur soit situé au Japon, parce qu'il y a certains jeux qui n'arrivaient pas à prendre le fait que mon ordinateur était situé en France pour que ça marche. C'est un peu bizarre ça, mais bon, voilà, il y a peut-être moyen de faire ça si vous voulez voir la vidéo pour l'instant. Et honnêtement, j'hésite à faire une revendication pour ça, même si techniquement parlant, le fair use s'applique encore normalement. Étant donné que c'est régi par la loi américaine et pas la loi française, il faut vraiment se référer au fair use par rapport à ça. Et ouais, ce que je veux, moi, c'est pas vraiment récupérer la monétisation de ma vidéo. C'est pas grave, c'est pas la première fois que ça arrive. Notamment, la vidéo du top 20 des pires traductions de chansons françaises. Cette vidéo-là a été bloquée par les détenteurs des droits de la chanson de départ des 30 premières secondes, la parodie de Link the Sun. Parce que voilà, Voilà, j'ai mis 30 secondes de leur chanson et pour eux, c'était une exploitation un petit peu trop grosse de leur chanson, et c'est pour ça qu'ils ont pris la monétisation. Et ça me dérange pas de ne pas toucher d'argent pour une vidéo de temps en temps. Donc ouais, que je touche pas d'argent pour cette vidéo, ça me dérange pas. Ce que je voudrais, c'est faire une revendication pour faire en sorte qu'elle soit plus bloquée
au moins en France et dans les pays francophones à côté, vous voyez, en France, en Belgique, ce genre de choses. Et je sais pas trop comment faire ça. J'ai peur en fait de lancer ma revendication contre ça et que ce soit pris comme je veux être payé pour ma vidéo, alors que c'est pas ce que je cherche. Ce que je voudrais, c'est que ma vidéo soit disponible dans d'autres pays que les États-Unis et le Canada. Et je ne sais pas exactement comment le présenter. Quand j'essaye d'intervenir par rapport à ça, on me fait des options. J'ai juste accès à des options et l'option la plus proche, c'est revendiquer que je suis dans un cas où je peux me permettre de me diffuser ces extraits parce que ça obéit à certains codes, le fair use de façon claire. Donc ça risque de ne pas être forcément recevable et ça risque peut-être d'engendrer quelque chose de plus grave. Peut-être un strike, et je veux vraiment pas avoir un strike sur ma chaîne. Je préfère que la moitié de mes vidéos soient démonétisées et n'avoir aucun strike. Parce que c'est quelque chose d'affreux. Avoir un strike, ça me forcerait à déjà me taper cette espèce de vidéo débile avec les Happy Tree Friends que je me suis déjà tapé sur mon autre chaîne de traduction. Ça m'a toujours gavé cette merde-là. Pour dire, ouais, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, répondez à ce questionnaire. J'ai toujours détesté cette partie-là, et surtout, surtout, ouais, ça limiterait mes options parce que, à moins que ça ait changé, j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai plus eu la chance de tomber là-dessus, que normalement je serais limité à des vidéos de 15 minutes. Et j'aurais d'autres limitations par rapport à ça. Donc j'aimerais pas faire ça. C'est pour ça que s'il y a des gens qui s'y connaissent, un petit peu dans le côté un peu juridique de la chose, qui pourrait me dire comment présenter ça de façon à pouvoir plaider ma cause et demander juste à ce que cette vidéo soit disponible en France, d'autres pays francophones. Est-ce qu'ils pourraient me donner, m'aiguiller par rapport à ça, s'ils savent? Je pose la question, mais pour l'instant, je suis un petit peu frileux à l'idée de contester cette décision, pour l'instant. Donc voilà, ça m'embête un petit peu, c'est la première fois que ça arrive, j'espère que ça ne se reproduira plus, ou vraiment très peu par la suite. Parce que oui, à nouveau, j'ai déjà été démonétisé pour des vidéos et d'autres ont demandé la monétisation à la place. C'est pas trop grave ça me gêne vraiment pas. Moi je suis méchant d'eux, que je touche pas d'argent dessus, ça me dérange pas. Bon, ce qui me dérange, c'est que Illumination touche un peu plus d'argent là-dessus, mais bon, c'est pas les 14-15 euros que ma vidéo leur aura rapporté qui va changer grand-chose à leur empire commercial. Ouais, ça me gêne quand même. Ça me gêne quand même et j'espère que ça reviendra plus. En parlant de problèmes YouTube, il y a eu de nombreuses occasions, de nombreux faits où des commentaires YouTube de mes vidéos disparaissaient comme ça automatiquement. Et j'aimerais dire quelque chose par rapport à ça. Ce n'est pas de mon fait. Nous sommes bien d'accord, hein, personne ne m'a accusé. Mais je pense aussi que quand c'est arrivé à d'autres vidéastes de YouTube, c'était pas leur faute. Par exemple, à un moment donné, sur la vidéo le point culture sur les vegans de Link the Sun, il y a des gens qui l'accusaient de les censurer parce qu'il avait supprimé certains de leurs commentaires. Je pense pas une seule seconde qu'il a fait ça. Enfin, ça m'étonnerait qu'il ait fait ça. Il fait plus trop gaffe aux commentaires YouTube après ce qui s'est passé, donc je pense pas qu'il ait fait ça, Link the Sun. Je pense juste qu'il doit y avoir une espèce de détecteur automatique YouTube qui considère quand est-ce qu'un commentaire mérite d'être supprimé ou signalé comme spam. Et j'ai du mal à comprendre la logique de cet automate YouTube par moment, même si à certaines fois je comprends totalement la logique. Alors je pense que pour certains commentaires, s'ils ont été soit considérés comme spam, soit directement supprimés, c'est parce que ils avaient des termes injurieux, un peu trop injurieux pour ça. Et si c'est le cas, je pense qu'une des choses à faire pour éviter d'avoir son commentaire supprimé, c'est de se censurer, mais se censurer de façon bête et méchante. C'est-à-dire, vous avez toujours votre gros mot, seulement au lieu de des lettres, vous mettez 2 astérix ou 3 astérisques, et puis comme ça, voilà, ce ne sera pas considéré comme un gros mot. Mais la plupart des gens comprendront ce que vous direz, quoi. Ce genre de truc, vous voyez. Ça, c'est la chose à faire, je pense, pour ça. Il y a d'autres fois où, alors pour moi, c'est totalement légitime de faire ça, c'est quand il y a une personne
qui est pas foutu de rassembler tout ce qu'il a à dire en un seul commentaire, qui fait des tas de petits commentaires pour agir à chaque micro-détail de la vidéo. C'est arrivé récemment ça, il y a un type qui a réagi à ma vidéo sur je sais plus quel film, et qui à chaque fois que je disais un truc avec lequel il n'était pas d'accord, ah oui mais ça je suis pas d'accord parce que... Voilà, petit commentaire. Puis après, 2 minutes plus tard, il a vu un autre truc qui lui plaisait pas. Notre commentaire, même pas en réponse au commentaire de départ, c'est-à-dire notre commentaire indépendant. Ah, mais ça, je suis pas d'accord non plus. Ah, mais si tu considères ça comme ça, blablabla. Et il en a fait 12 ou 15 des commentaires comme ça à la suite. Mini commentaires de merde, il n'était pas foutu de regrouper ça en un seul commentaire, ce type. Donc là, oui, c'est un petit peu normal que ce soit considéré comme des spams potentiels, ce truc-là. Parce que oui, il y a un petit système, je sais pas si vous connaissez, dans... la liste des commentaires que j'ai, il y a les commentaires qui sont approuvés par moi et il y a les commentaires qui peuvent être considérés comme des spams potentiels. Alors, ces commentaires-là, c'est pas moi qui les considère comme des spams potentiels, c'est à nouveau un automate YouTube et ceux-là, je peux tout à fait les confirmer et dire que ce ne sont pas des spams et à ce moment-là, normalement, ils sont réintégrés. Donc il n'y a pas de problème, je fais ça régulièrement parce que je sais que maintenant ça n'arrête pas de tomber. Je vérifie souvent la liste des commentaires et très souvent il y a quelques spams potentiels qui surgissent que la plupart je valide, à part certains qui sont réellement des spams et que je ne considérerais pas comme des commentaires valides. Comme par exemple, hey, tu veux t'amuser, viens sur ma chaîne. Et puis il y a des cœurs partout. Oui c'est bon, je pense que c'est pas trop ce que je recherche comme publicité dans mes commentaires. Merci, au revoir. C'est bon, je ne la considère pas comme un commentaire valide, ça. Mais en règle générale, les commentaires sont valides. Et honnêtement, j'accepte tous les commentaires, même les commentaires d'insultes qui sont pas d'accord avec moi, je les accepte. Ça veut pas dire que je les apprécie, mais je les accepte. Chacun est libre d'exprimer ce qu'il pense. Et oui, même les pires, il faut savoir les accepter un petit peu, même si on les tolère moyennement, parce que voilà, je suis pour une liberté d'expression dans ces cas-là, et même si cette liberté d'expression peut aller dans l'insulte, ça doit se laisser. C'est pas quelque chose qui représente de la grande liberté d'expression, mais c'est bien de montrer qu'on ne va pas non plus censurer quelqu'un dès lors qu'il se montre un petit peu insultant. Par contre, oui, si c'est quelque chose qui se répète constamment, si c'est toujours une personne qui viendra insulter sans arrêt, et qui ne saura rien faire d'autre, oui, au bout d'un moment, cette personne-là sera bannie, et ses commentaires aussi, hein, évidemment. Mais si c'était juste une personne qui, une fois, vous insulte, je me dis, ok, on prend, quoi, hein, c'est pas un problème, hein. Je sais gérer ça. Enfin bon, ça c'est les cas de commentaires qui sont considérés comme spam ou directement supprimés à nouveau, parce que des fois il y en a qui passent pas par cette case-là, que je peux comprendre. Hein, je peux comprendre ça. Mais il y a des fois, j'ai du mal à saisir. Alors peut-être qu'il y a une limite à ne pas dépasser pour éviter d'être considéré comme spam. En termes de texte, j'ai vu qu'il y a de longs romans des fois qu'on écrit pour réagir à mes vidéos, et ça prouve qu'on est dedans, quoi. On a énormément de choses à dire et qui se voient supprimer malheureusement. Et je pense que c'est du fait que les automates de YouTube considèrent que ça peut être vraiment du spam de faire beaucoup de textes comme ça. Et c'est vrai que, juste un petit truc par rapport à ça, quand vous faites beaucoup de textes comme ça, une des choses à faire, en plus d'avoir une orthographe correcte, pour moi, c'est de bien savoir présenter ça en paragraphe, pour bien organiser vos idées. Pas juste balancer tout n'importe comment à la suite comme ça. Un petit détail à con, je dis ça comme ça. Bref, ça peut être un peu problématique, et je pense que la chose à faire quand vous savez que vous avez de longs commentaires, essayez de les faire en plusieurs fois. C'est-à-dire que vous mettez la première partie de votre commentaire comme ça, puis après vous mettez en réponse la seconde partie, et si c'est vraiment très long, vous mettez la troisième partie en réponse, puis la quatrième, et normalement... ça devrait aller. Peut-être que ce sera encore considéré comme spam pour une certaine raison, mais normalement ça devrait aller. Ça devrait pas être supprimé, je pense. Et ouais, il y a d'autres trucs comme ça que j'ai jamais très bien compris. Je vous cache pas. Des fois, il y a des commentaires qui sont parfaitement polis, qui sont relativement courts, mais qui se voient supprimés ou mis comme spam potentiel, et j'ai jamais compris pourquoi. La logique de YouTube m'échappe un peu parfois. Donc, voilà, je donne quelques petits conseils pour éviter que vos commentaires se fassent supprimer, mais je ne saurais pas vous dire plus que ça pour l'instant. Enfin bon, après toute cette très longue intro, on se lance enfin dans les sujets. J'en avais 3 en tête et quitte à faire une longue vidéo, on va aller jusqu'au bout, on va faire les 3 sujets. Alors la première, c'est
réaction à un commentaire que j'avais lu il y a un certain temps sur autour d'un film qui est très bien vu, considéré comme un chef-d'œuvre. J'imagine que vous avez une petite idée de quel film que je parle, mais voilà, je vais pas nommer parce que j'ai pas envie de m'étendre sur ça, c'est pas le but. Bref, j'ai eu un commentaire autour de ce film qui m'a dit ouais, je trouve ça super bizarre que t'aies pas apprécié, mais je comprends que tu trouves que ce film soit pas super parce que t'es pas cinéphile, tu le dis toi-même. Même si la note que tu lui as mise était une véritable insulte. Alors déjà, merci mec, la note c'est mon appréciation personnelle, c'est pas une chose objective. Donc ouais, je suis tout à fait en droit de mettre 3 sur 20 à Citizen Kane si j'en ai envie. Ah, vraiment. Hein, je dis pas que j'aime pas Citizen Kane, mais voilà quoi, ce sera toujours mon ressenti que je donne. Et si ça te plaît pas, si tu trouves ça insultant, ben va pleurer chez ta mère. Parce qu'à ce moment-là, moi aussi, je peux être aussi pédant et considérer que c'est une insulte de trouver que ce film est génial, alors que selon moi, c'est un petit peu nul. Hein, voilà, comment tu peux trouver ce film bien alors que je trouve qu'il est nul? Espèce de crétin. Bien sûr que non, je vais pas te dire ça, hein, chacun ses goûts. Enfin bon, le problème principal de cet épisode, enfin de ce commentaire, c'est que ça partait de l'assumption très directe que si on est cinéphile, il y a certains films qu'on est obligé de savoir apprécier. Il n'y a pas photo. Être cinéphile, pour lui, c'est en partie reconnaître que des films sont objectivement bons. Alors, juste un truc, je clame toujours ne pas être cinéphile, mais je clame toujours que l'objectivité, c'est toujours de la connerie pour juger un film. Hein. On ne peut pas juger un film en étant vraiment objectif, pour moi. Et être cinéphile ou pas n'a absolument aucun impact par rapport à ça. Ce qui me donne un peu envie de vous définir, selon moi, ce qu'est être cinéphile. Bon, si on regarde la traduction bête et directe dans un dico, être cinéphile, c'est être amateur de cinéma et connaisseur. Important, le terme connaisseur. Et c'est un résumé tout à fait acceptable. Seulement, amateur, c'est très vague. Et connaisseur aussi, ça peut être un peu vague. Parce que connaisseur, tu sais des choses sur les films Marvel de Disney, et ben voilà, tu t'y connais en cinéma, c'est du cinéma ça. Et oui, t'aimes bien les films, ouais, tu vas voir un film blockbuster par mois comme ça, t'apprécies ce genre de film, ben voilà, t'es cinéphile. Et je suis désolé, c'est pas si simple que ça. C'est comme dire que vous êtes un gourmet parce que vous aimez bien manger. Non. La plupart des gens aiment bien manger. Être gourmet, c'est avoir une pseudo-expertise et vraiment une curiosité pour beaucoup de choses, pour beaucoup de plats, pas juste j'ai un plat favori, j'aime bien manger tel ou tel truc et c'est tout. Non, non, non. Il faut vraiment aller un peu plus loin que ça pour être gourmet. Et je pense que c'est pareil pour être cinéphile, et c'est pour ça que jamais je me qualifierais de cinéphile. Pour moi, être cinéphile, c'est savoir s'intéresser à énormément de choses au sein du cinéma, que ce soit déjà au sein d'un film, ne pas savoir seulement s'intéresser à quelques éléments, mais savoir vraiment voir tous les éléments d'un film dans sa globalité, et je le confesse, il y a certains points dans un film auquel je fais pas gaffe. Le travail sur les lumières, à moins qu'il soit fait de façon dégueulasse, je le remarque pas. Vraiment, je remarque pas ça. Il y a énormément de techniques dans la création d'un film auxquelles je ne fais pas attention, sauf si elles sont vraiment faites avec le cul. Voilà, c'est ce genre de choses. Et c'est important parce que ça veut dire que j'en tiens très peu compte dans mon appréciation du film. Alors que, pour moi, être cinéphile, ça ne veut pas forcément dire ne pas tenir forcément grandement compte de ces éléments-là, mais c'est quand même ne pas les oublier, savoir les remarquer, les analyser un petit peu. C'est important ça. Déjà. Voilà. Ensuite, autre chose par rapport au fait d'être cinéphile, c'est qu'il faut s'intéresser à plusieurs types de cinéma et vraiment être très éclectique à ce niveau-là. On peut être plus pris dans un genre, dans un type, dans une nationalité qui nous parle plus. On peut être cinéphile et s'intéresser davantage aux blockbusters hollywoodiens, c'est pas un problème. Mais ça change rien au fait qu'il faut savoir s'intéresser de temps en temps à d'autres cinémas.
qu'il faut savoir s'intéresser à des cinémas qui sont pas forcément ultra populaires, ultra connus, diffusés partout, dont on entend tout le temps parler en publicité, tout ça, tout ça. Il faut savoir éveiller ses goûts et faire gaffe à tout. Et à nouveau, c'est quelque chose que dont je peux difficilement m'en vanter. J'ai très majoritairement vu uniquement des films américains. Surprise, quelques films français, encore depuis quelques temps, plus ça va, moins j'en vois, et de l'animation japonaise, en termes de cinéma. Et j'ai dû voir quoi? Peut-être Battle Royale, et un autre film avec Takeshi Kitano dont je me souviens pas. Au passage, oui, il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Oh, Takeshi Kitano, il est génial, je l'ai adoré dans Battle Royale. » Est-ce que vous connaissez un autre film avec Takeshi Kitano? Parce que sérieusement, à chaque fois que les gens disent à quel point Takeshi Kitano est génial, c'est pour dire oh, il était super dans Battle Royale. Vous connaissez que dans ce rôle-là, en fait, c'est ça. Un petit détail à la con, je dis que ça comme ça. Et puis, j'ai dû voir quoi? Quelques films de Chine qui essayent de recopier la formule américaine en reprenant des stars du moment. Quelques films chinois de Hong Kong avec Jackie Chan. Parce que j'aime beaucoup Jackie Chan. Peut-être un ou deux films allemands, histoire de quand ça passait sur Arte et que je me faisais chier. Quelques films britanniques sans m'en rendre compte en croyant que c'était des films américains, peut-être. Et des films porno italiens. À peu de choses près, c'est tout ce que j'ai dû voir comme film non américain, non français et non japonais. Donc c'est vous dire à quel point je fais pas gaffe à tous les pans du cinéma. C'est pour ça que, selon moi, pour être cinéphile, il faut savoir s'intéresser, pas forcément à tout dans le cinéma. Je vais pas vous demander de vous intéresser à tous les films malgaches ou je sais pas trop quoi. Bien entendu, il y aura certains types de films que vous aurez pas le temps de voir, mais s'intéresser vraiment à une grande variété de types de cinéma, pas juste quelques-uns et juste centré sur les blockbusters et puis voilà. Il faut savoir faire gaffe à tout ce que le cinéma propose. Pas forcément tout parce qu'on n'a pas le temps, mais quand même une grande variété. Et c'est quelque chose que je ne fais pas. Voilà, et c'est la seule chose, enfin les seules choses entre guillemets, qui pour moi font que vous êtes cinéphile. Vous savez vous intéresser à plusieurs types de cinéma. Ça ne veut pas dire une seule seconde que vous ne devez pas avoir un type de cinéma privilégié. Vous pouvez vous intéresser à différents types de cinéma et quand même privilégier les blockbusters américains. Vous serez quand même cinéphile à ce moment-là et savoir analyser autre chose que des trucs de base que n'importe qui verrait en réfléchissant un petit peu dans un film. Voilà, savoir analyser un petit peu tous les tenants et aboutissants dans un film, pas juste le scénario et le jeu des acteurs. Le genre de truc que n'importe qui pourrait critiquer en faisant gaffe. Voilà, et c'est un truc qui n'est pas de mon ressort, parce que voilà, je ne fais pas gaffe à ça, et c'est pour ça que je revendique mon statut de non-cinéphile à ce niveau-là. Voilà, je tenais à le dire, c'est important ça, je ne fais pas gaffe à tout, et c'est pour ça que je ne me juge pas comme cinéphile. Mais cette notion de être cinéphile, ça veut dire forcément apprécier un truc qui est considéré comme un classique, c'est de la connerie. Parce que oui, vous avez beau être cinéphile, ça ne vous empêche pas d'avoir vos propres goûts, vos propres notions d'analyse, vos propres préférences sur telle ou telle chose. Et donc, vous pourrez tout à fait ne pas apprécier un film comme Citizen Kane. Je le dis très sincèrement, on peut très bien être cinéphile et ne pas apprécier Citizen Kane. Je dis ça parce que c'est le premier film qui me vient en tête, mais bien entendu, on peut parler d'autres films qui sont considérés comme des grands classiques que vous pouvez ne pas apprécier tout en étant cinéphile, en vous intéressant au cinéma. Vraiment. Donc le commentaire dont j'ai parlé au début, c'est du gros ramassis de conneries qui essaye de placer son opinion très haut pour rien du tout. Voilà, je sais pas si t'es cinéphile ou pas mec, mais être cinéphile ne veut pas dire automatiquement adorer quelque chose. Deuxième point dont je veux parler qui a été un petit peu enclenché avec les sondages, les vidéos sondages qui ont été faites par rapport au fait que énormément de gens, suite au fait que j'ai réagi un petit peu de façon un peu vindicative, légèrement vindicative, sur le fait que le Roi Lion finissait toujours dans les premiers, ont réagi en masse. Les commentaires ont réagi en masse pour dire à quel point le Roi Lion, il n'y en avait toujours que pour lui, il faut faire barrage contre le Roi Lion, etc. etc. Et j'ai vraiment eu peur à ce moment-là, avec tous ces gens qui ont agi comme ça, selon mon état d'esprit lors de la vidéo, de les avoir influencés de façon peut-être, comment dire, trop... Faites ce que je dis sans réfléchir. J'exagère un petit peu, j'exagère un petit peu là-dessus. Et bon, ce n'est qu'une
Ce n'est qu'un doute qui vient en moi, c'est pas du tout une certitude. Si ça se trouve, j'ai juste réveillé quelques réflexions chez des personnes qui les avaient déjà ou quoi ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas sûr, mais c'est une chose que je préfère prévenir avant que ça puisse aller plus loin ou quoi que ce soit. Je suis la première personne à prêcher les goûts personnels et le fait que vous ne devez pas gober ce que n'importe qui vous dit, aussi célèbre soit-il, pour autant que vous pouvez l'adorer. J'adore le Nostalgia Critique par exemple, et j'adore ces vidéos. C'est pas pour ça que toutes ces critiques, tous ces avis sur tel ou tel film, je vais être d'accord avec elles, et ni même essayer de toutes les justifier et les rendre parfaitement recevables. Il y a des fois où il se plantera pour moi, et c'est important, ça. Et je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, il y a des fois où je me suis planté, ou des fois où vous n'avez pas reconnu votre avis dans le mien. Et c'est très important, j'espère vraiment que la plupart d'entre vous, que vous tous, vous avez fait ça. Ou alors, vous pensez sérieusement, sincèrement, exactement la même chose que moi, de tout ce que j'ai critiqué jusqu'à présent, et à ce moment-là, vous êtes mon âme sœur. Venez habiter chez moi, s'il vous plaît. Je m'en fous que vous soyez un mec ou une femme, venez habiter chez moi. Hein. On va vivre ensemble, s'il vous plaît. Je vous jure, hein, parce que là, on est vraiment des âmes sœurs. Mais non, au bout de plus de 100 vidéos, je suis sûr que vous aurez toujours eu quelques différences d'appréciation que moi par rapport à tel ou tel sujet. Vous pouvez pas me dire une seule seconde que vous êtes d'accord avec moi sur tout, c'est impossible. C'est impossible, il y aura toujours des divergences d'opinion sur ci ou ça. Et c'est important à garder en tête, et c'est pour ça que c'est une chose que je tiens un petit peu à pointer. On retrouve ce genre de comportement de noyau de fans qui prennent les paroles de leur youtubeur favori comme paroles d'évangile. C'est-à-dire que c'est la vérité absolue, il n'y a rien à dire. Et ce qui fait qu'ils arrivent presque au stade où ils n'ont plus à réfléchir eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a dit ça, c'est parfait, je me range derrière. Il a la vérité absolue. Et ça peut devenir parfois inquiétant, voire même donner des impressions gourouesques, quand on voit ces gens s'acharner à faire passer la parole de leur saint youtubeur préféré pour dire à quel point il a raison, sans évoquer d'arguments eux-mêmes, parce que voilà, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit, il y a ce youtubeur qui a dit ça, voilà, je te renvoie à lui. Tout le temps. Il y a des gens qui font ça constamment, hein, simplement parce qu'ils sont fans du youtubeur en question. Et c'est une chose que qui peut se faire de temps en temps. Bien entendu, on n'est pas d'accord, et on est d'accord avec tel avis de telle personne, on le met de cet avis, on n'a rien à rajouter, très bien. Mais quand ça se fait quasiment automatiquement, systématiquement, ça peut devenir très problématique parce que ça passe presque pour des moutons qui se sont laissés endoctrinés par la chose, et c'est vraiment pas ce que je veux comme public. C'est ce genre de choses qu'on retrouve souvent quand quelqu'un génère beaucoup de personnes qui suivent, de spectateurs. C'est pour ça que j'en suis pas encore à ce stade et que j'espère prévenir ça rapidement. S'il y a quelques personnes qui ont commencé à avoir cet avis-là, vraiment ne partez pas là-dessus. N'hésitez pas à être en désaccord avec moi quand vous trouvez que je vais trop loin dans une idée ou que vous n'avez pas la même interprétation de telle ou telle chose que moi. C'est important. Je suis toujours content de voir que des gens ont des interprétations différentes. La façon dont ils me présentent leurs interprétations, ça c'est un autre débat, mais quand ils ont des interprétations différentes, c'est toujours sympathique de montrer cette diversité-là. Et ouais, je veux pas... J'ai toujours un peu de mal avec ce genre de public-là, parce que ça finit presque par décrédibiliser le youtubeur de base, sachant qu'il n'était pas censé l'être. Il faut vraiment garder en tête, surtout quand on parle de sujets comme le cinéma, que quelqu'un n'aura jamais la vérité absolue dans ses dires. Même quelqu'un qui fait des analyses aura toujours un côté un peu critique, subjectif là-dedans, et ça lui donnera pas une raison absolue sur tout. Même des personnes qui sont vraiment calées en matière de cinéma, que beaucoup de gens considèrent comme étant vraiment quasi irréprochables, ne sont pas aussi détenteurs de la vérité qu'on peut le croire. Des gens comme le Fossoyeur de film ou Karim Debache, qui sont vantés pour des raisons tout à fait compréhensibles. Hein. Je trouve que ce sont de très bons youtubeurs, bien au-dessus de moi. Nous sommes d'accord à ce niveau-là. Ces gens-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits et qu'ils ont raison sur à peu près tout, et que si on n'est pas de leur avis, on est stupide. Non, ils ont démontré un avis qui est appuyé par beaucoup d'analyses très bien pensées, mais ça ne change rien au fait que ça reste au bout du compte un avis qu'on n'est pas forcé de partager. Et c'est quelque chose qui est important. Il faut vraiment garder
d'espèce de distance et savoir, même si on peut être influencé par d'autres, même si ça peut un peu altérer notre mode de pensée, altérer c'est un mauvais mot, influencer notre mode de pensée, nous faire réfléchir à d'autres choses auxquelles on n'avait pas réfléchi avant, c'est important ça, hein. On n'a pas non plus à ne pas être réceptif du tout devant chaque personne qu'on voit. Faut quand même garder un côté un petit peu individuel de ce qu'on pense de ci ou ça, du cinéma et d'autres sujets, hein. Je dis le cinéma parce que c'est un peu ce que je tacle. Et voilà, c'est un peu ce dont j'avais peur quand j'ai vu cette avalanche de commentaires et qui suivait mon état d'esprit par rapport au Roi Lion dans les sondages. C'est-à-dire que je commence à me faire un noyau de fans, pur et dire, qui reprendront bêtement, entre guillemets, mes dires. Alors, à nouveau, c'est plus une inquiétude qu'une certitude. Là, pour l'instant, hein, je n'affirme rien. Mais voilà, je préfère prévenir que guérir. C'est pour ça que je fais cette petite parenthèse-là. Ce genre de fans dans une communauté n'aide pas particulièrement le créateur. Bon, on va terminer sur un sujet un petit peu plus léger normalement. Vous avez dû remarquer depuis quelque temps que je ne fais plus que traiter de films. Je traite maintenant de séries, soit via les Herculogues, Gravity Flows, ou via les réacs. Et oui, les réacs, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris, c'est vraiment quelque chose que je fais sur le vif, que je ne peux pas me permettre de faire en détail comme les Gravity Flows et les Herculogues. Ça me demande du travail, les Gravity Falls et les Herculogues, assez poussés, et ça se fait pas en quelques heures. C'est important, ça a précisé quand même. Enfin bref, je me suis beaucoup étendu sur des épisodes de série maintenant, depuis quelques temps, et ça me paraît un peu approprié de revenir sur une notion qui est assez importante pour moi quand on juge une œuvre, c'est-à-dire son format. Là, on jugera quelque chose différemment selon que c'est un film d'1h30 ou un épisode de série ou une BD ou un manga. Il y aura toujours des critères un peu différents à cause du format. Et donc, juger un épisode, apprécier un épisode de série télé, c'est pas la même chose que de juger un film. Un film est censé être quelque chose d'assez indépendant en soi, sauf s'il s'inscrit dans une saga comme Le Seigneur des Anneaux, mais même là, ça a quand même un côté un peu intrinsèque, qualité intrinsèque à jauger. Dans une série, en règle générale, souvent ça s'inscrit dans un tout, donc il faut prendre en compte ce tout, c'est important, et surtout c'est un format très court, beaucoup plus rapide quand on juge un épisode. C'est pour ça que j'ai eu personne qui a réagi à ça quand j'ai traité le film Kim Possible, Mission Cupidon, pour me dire « Ah, tu juges que c'est le meilleur épisode de la série, et pourtant tu lui as mis 13,5 sur 20, c'est pas si extraordinaire que ça pour un meilleur épisode de série. » Voilà, je m'attendais un peu à ça, mais il n'y en a pas eu. Et ça me paraît légèrement important à préciser sur le coup. J'ai mis 13,5 sur 20 à Kim Possible, le film, en tant que film. Mais si vraiment je devais le considérer comme un triple épisode sans considérer une seule seconde que c'est censé être un film à regarder d'une traite, je lui aurais mis une meilleure note que ça. Nous sommes d'accord. Je n'aurais pas mis seulement 13,5 sur 20. Si je devais vraiment donner des notes aux épisodes en termes de qualité, c'est un peu plus compliqué. C'est pour ça aussi que je note pas les épisodes de série, c'est pas les mêmes critères. Donc il y a vraiment cette partie-là à prendre en compte quand on juge une œuvre, son format. Est-ce que c'est court déjà? Est-ce qu'il y a une période de temps limitée pour faire passer quelque chose? Est-ce que ça s'inscrit dans un grand tout? Et à ce moment-là, il y a cette continuité à prendre en compte. Est-ce que c'est une BD donc qui a besoin de 46 pages et qui malheureusement n'a pas autant de place qu'un manga pour développer ces scènes? Mais à côté de ça, la BD se juge aussi par son travail sur les couleurs. Il y a pas c'est pas colorisé un manga, à part quelques cas particuliers où on peut colorier quelques pages, mais en règle générale, c'est en noir et blanc, un manga. La BD, il y a des couleurs à prendre en compte. Il y a beaucoup d'éléments importants à prendre en compte par rapport au rythme de sortie aussi, parce qu'une BD, ça sort beaucoup moins fréquemment qu'un manga. Il y a énormément de détails qui changent beaucoup selon le format de l'œuvre. Et pareil pour un épisode de série, qui sortent vraiment selon un emploi du temps à suivre et qui des fois n'ont pas le temps d'avoir autant de réflexion qu'un long film sur lequel on a bossé plusieurs années. Donc,
c'est pas la même chose. Et pour ma part, quand je dis dans beaucoup de mes critiques d'épisodes des Mystérieuses Cités d'Or, des saisons 2 et 3, parce que il y a quelques personnes qui vont reprocher d'être un peu laxiste, hein, un peu trop gentil par moment avec la série, j'ai envie de dire ouais, mais c'est une série qui s'est faite sur une période de temps assez courte, enfin c'est saison 2 et 3, et donc oui, il y a certains trucs que je peux laisser passer un peu plus gentiment que si ça avait été dans un film travaillé sur une longue durée. Les gros problèmes de continuité que je vois dans les Mystérieuses Cités d'Or à saison 2 et 3, je dis pas que c'est un bon point, au contraire c'est un mauvais point, mais j'arrive à les pardonner un petit peu, hein, à quand même concéder que ce qu'il y a d'autre parvient à compenser ça, parce que ça a un format qui doit se sortir assez vite. Récemment, je me suis regardé la série Sherlock, que j'ai bien appréciée, un peu moins les 2 dernières saisons, surtout la dernière, pour certaines raisons, je ne vais pas m'étendre là-dessus, et depuis quelques temps, je me regarde la série Elementary. J'en suis à la saison 1, je ne sais pas exactement comment ça se passe après, mais la série Elementary a clairement une ambition moins forte, et un format plus court. Et donc, j'arrive à être un peu plus conciliant avec certains des défauts que cette série lance, contrairement à certains défauts que la série Sherlock lance, parce qu'ils mettent beaucoup plus de temps à sortir leur téléfilm. C'est plus une série de téléfilms qu'une série tout court. Et ce qui fait que je suis plus exigeant avec Sherlock. Et que quand il y a des problèmes d'ordre de cohérence ou de facilité scénaristique, je leur en veux plus que quand ça arrive dans Elementary. Et pour l'instant, c'est très difficile de comparer parce que, à nouveau, j'en suis qu'à la saison 1 de Elementary. Je ne sais pas comment ça va progresser ensuite. Mais pour l'instant, si je devais comparer Elementary à Sherlock, je les classerais à peu près au même niveau. Sachant que rapidement, je considère quand même que le Sherlock de Benedict Cumberbatch est bien meilleur que celui de Elementary. Hein. Nous sommes d'accord. Hein, mais je parle en termes de qualité globale. Je ne parle pas seulement en termes d'interprétation d'acteurs. Nous sommes d'accord. Le format d'une œuvre, d'un point de vue personnel en tout cas, joue de façon très forte sur les critères qu'on aura. Et là, je parle de formats qui ont une structure narrative. Évidemment, hein, si on parle de tableau, ça c'est clair que vous n'allez pas juger avec les mêmes critères qu'un film. Je dis ça comme ça, hein, je parle quand même de formats qui suivent la même idée de scénario à suivre. C'est évident. Mais oui, même en parlant de ces formats qui ont ça en commun, il y a énormément de choses qui diffèrent d'un format à l'autre. Et c'est pour ça qu'on aura une façon de les juger différente selon qu'il s'agit donc d'un film, d'un épisode de série, d'un manga, etc. Et ouais, faut bien garder ça en tête quand vous me verrez critiquer un épisode de série et quand vous me verrez critiquer un film. Ce sera deux choses assez différentes. Avant de terminer, il me reste une dernière annonce à faire. Nous sommes le mois de décembre et si vous vous rappelez bien, l'an dernier, je disais que je prenais toujours une petite semaine de congé pour la fin décembre pour profiter des fêtes avec ma famille et faire certaines autres choses. J'ai sans doute en profité aussi pour rattraper quelques traductions du Nostalgia Critique que j'ai plus faites et ça commence un petit peu à s'empiler. Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Enfin bon, cette dernière semaine de décembre, comme pour l'année dernière, vous n'aurez rien sur la chaîne, à part le Disney VHS qu'on aura demandé sur Tipeee. Bien sûr, hein, ça je ne vais pas partir de là, mais vous n'aurez rien d'autre à part ça. Et pour vaguement compenser ça, dira-t-on, j'ai été un petit peu inspiré par la vidéo sortie hier sur les pires traductions françaises de chansons Disney, et j'ai envie de refaire une petite session en live avec vous, parce que j'aime bien faire ça, et un des éléments du top 20 précédent m'a bien inspiré, donc on va faire un petit live ce mois-ci, en espérant que je ne tombe pas malade cette fois. Ce sera pour ce dimanche 9 décembre à 17h comme les autres fois, en espérant que vous serez nombreux. Merci à vous d'avoir suivi, à très bientôt pour de futures vidéos. Bon mois de décembre, bonne fête, bye.